Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Original. Alors après 2 semaines d'absence, nous allons reprendre avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il s'agit de la monnaie, et plus principalement des pièces de monnaie, voire même celles qui sont faites en métaux précieux. Je vous propose d'aborder cette vidéo en 2 parties. La première sera un petit explicatif et un historique de la monnaie de manière générale. La seconde partie concernera la numismatique, soit les pièces de collection, circulant, ayant circulé ou n'ayant jamais circulé. Alors le sujet a l'air un tout petit peu naze balancé comme ça, mais vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment passionnant, et au travers de la monnaie, on peut retracer carrément l'histoire de certains pays. Alors c'est parti. Donc il faut savoir que le troc en fait c'est quelque chose de viable sur une petite communauté restreinte, mais lorsqu'on s'élargit un petit peu, bah ça devient assez vite le bordel. Prenons un petit exemple tout simple. Jean-Mich, le paysan, élève des vaches. Claudie, quant à lui, il élève des poulets. Alors Claudie, pour une fois changé, bah, il a envie de se bouffer un bon steak frites, en lieu et place de son fameux poulet compote. Alors oui, en Belgique on mange du poulet avec de la compote, et on met même des frites avec. Je sais que tous les Français qui vont regarder cette vidéo vont avoir un haut le cœur, mais c'est très bon et il faut goûter. Donc notre ami Claudie veut obtenir une vache, et pour que ce soit équitable, il se pointe chez Jean-Mich avec 200 poulets. Bon alors là vous devez vous rendre compte qu'il va y avoir un petit souci. Il y en a un qui va se retrouver avec une vache dont il ne saura pas quoi faire, du moins entièrement, et un autre qui va se retrouver avec 200 poulets, qui ne saura pas tous manger. Et là, on s'est dit, tiens, ce serait pas mal de créer un truc qui permet de faire un élément de transition entre la vache et le poulet. Et le cochon, c'était pas une bonne solution. Et paf, la monnaie est apparue. Et en même temps apparu le capitalisme. Mais ça, on verra plus tard. Alors, ne croyez pas que ce qu'on définit par monnaie, ça a toujours été les petites pastilles de métal avec la tronche de quelqu'un dessus. Les monnaies ont effectivement pris bien des formes en fonction des ressources disponibles. À certains endroits, on pouvait monnayer avec des coquillages ou avec des graines, ce que l'on appelait les paléomonnaies. Il arrivait même parfois qu'on monnaie quelque chose avec des pierres précieuses. D'ailleurs, pour la petite légende, la peuplade des Amazones payait des hommes pour les féconder avec des pierres vertes qu'on appelait l'amazonite, en partie liées au peuple, mais surtout liées au fleuve Amazone, là où on trouvait les pierres, fleuve Amazone qui portait son nom des Amazones qui vivaient autour du fleuve. Tout est lié. Donc voilà, l'argent peut revêtir bien des formes, et la première monnaie frappée en métal remonte à 687 avant Jésus-Christ. Alors on optera ici pour la compréhension d'un terme plus actuel, on entendra par monnaie des petites matrices uniformes en termes de poids et en termes de forme. Parce qu'avant ça, vous pouviez déjà négocier avec des petites pépites ou avec des lingots, mais ils n'avaient pas tous la même forme, donc ça faisait une unité monétaire un petit peu floue. Et ces monnaies ont été introduites et frappées par le roi Sigès de Lydie. Et à côté de ça, les premiers billets de banque, eux aussi monnaie, mais sous une autre forme, apparurent en Chine sous le règne des Song du Nord entre 960 et 1127. Bon, et là finalement on arrive à la deuxième partie de la vidéo, celle sur les pièces de collection, les monnaies et la numismatique. Alors il faut savoir que le premier prérequis légal pour frapper de la monnaie, c'est d'être un État, donc uniquement les pays sont en mesure d'en émettre. Et il faut savoir que lorsque les États sortent de la monnaie, ils sont tenus de garantir la teneur en métal présente dans les alliages utilisés pour les pièces. Ce qui fait des pièces de monnaie un excellent investissement si vous avez de l'argent à placer. Et ceci va nous amener à un autre point crucial de la vidéo. Les pays en fait sont tenus d'émettre les monnaies dans des titres garantis, parce que si les États eux-mêmes ne sont pas en mesure de garantir leurs propres capitaux, je vois assez mal qui va le faire. De plus, c'est la politique du diviser pour mieux régner. On répartit les matières premières dans les mains de tous les citoyens, ce qui ne contraint pas l'État à faire un investissement en fonds propres, et les richesses sont détenues en partie par chacun des citoyens. Bon, et logiquement, vous êtes censé être attaché à votre pays, comme 99,99% des gens, enfin logiquement. Du coup, vous êtes forcément attaché à son patrimoine et son histoire. Et alors là, on se rend bien compte qu'au travers des pièces de monnaie, on peut retracer l'histoire de certains pays. Pour l'exemple, la France en 2010 a frappé une pièce commémorative de 2 euros pour les 70 ans de l'appel du général de Gaulle. Et en 2011, la France a également frappé une pièce commémorative pour les 30 ans des fêtes de la musique. Et aux mêmes dates, en Belgique, nous sortions une pièce pour la présidence de l'Union Européenne, et juste après, une autre pièce pour les 100 ans de la Journée mondiale de la femme. Et là se pointent les collectionneurs. Alors ces gens sont prêts à acheter des pièces de monnaie qui n'ont plus de valeur car démonétisées, plus chères que la valeur qu'elles avaient lorsqu'elles avaient de la valeur. Parce que oui, collectionner des euros c'est bien, mais c'est facile parce que les pièces de monnaie sont récentes. Et avant l'euro, nous avions effectivement, le franc, et quel que soit votre côté de la frontière. Et ces francs, ils sont sortis en plein de versions, plein de dates, plein d'erreurs. Et les tirages sont plus ou moins grands, ce qui donnera aux pièces une valeur de collection plus ou moins grande aussi. Donc pour récapituler tout ce joyeux bordel, voici comment il faut faire pour connaître la valeur d'une pièce. Vous devez d'abord connaître la valeur faciale de la pièce que vous cherchez. Genre 5 francs, 2 francs, 20 centimes, voilà. Ensuite, vous devez en déterminer l'année,
Durant les guerres ou les grands événements, il pouvait arriver qu'on garde le bon métal entre guillemets pour faire autre chose. Et il pouvait arriver qu'il y ait des années où il y ait plus de tirage de monnaie ou moins de tirage. Et ça dépend des hôtels nationaux des monnaies. Ensuite, il vous faudra déterminer une éventuelle caractéristique spéciale. Genre une faute de frappe, ou une année refrappée sur une autre. Parce que oui, parfois, quand les pièces de monnaie revenaient parce qu'on devait en frapper des nouvelles, à la place de tout refondre, on leur remettait simplement un coup sur la gueule pour modifier la date. Et pour terminer, il va nous falloir déterminer l'état de conservation de la pièce. Dans le sens où une pièce, par exemple, frappée en 1865 n'ayant jamais circulé, aura nettement plus de valeur que la même pièce dont la date n'est même plus lisible. Les numismates sont d'ailleurs très friands de pièces sans la moindre petite griffe ou la moindre petite trace d'usure. Et il faut aussi savoir que certaines frappes sont parfois faites en métaux précieux, et ça s'apparente souvent aux frappes avec les valeurs faciales les plus élevées. Parce que oui, 20 francs en 1878, c'était vraiment énorme, donc ils étaient frappés en or. Après ça, arrivaient les pièces de 5 francs, 2 francs, 1 franc, frappées souvent en argent. Parfois même des 50 centimes, 25 et 20 centimes étaient frappés en argent. Et c'est seulement après ça que venaient les 10, 5, 2 et 1 centime en bronze et en cuivre. C'est là où ça devient rigolo, c'est que les petites pièces avaient tendance à plus circuler parce que les gens les utilisaient plus, et comme elles étaient faites dans des métaux moins résistants, elles s'usaient beaucoup plus vite que les pièces faites dans des métaux inoxydables. Et donc c'est surprenant, mais les petites pièces en bronze ou en cuivre dépassent souvent la valeur de collection des pièces en or ou en argent, simplement par le fait qu'elles ont tellement circulé qu'elles sont pratiquement introuvables en bon état. Tandis que vos pièces en or, par exemple, vont souvent garder une valeur gravitant plus ou moins autour du prix du métal, sauf dans des circonstances bien précises, mais ça reste exceptionnel. Et donc, pour finaliser le tout, il existe des catalogues dans lesquels vous pourrez trouver le prix de vos pièces de monnaie en fonction des critères que je viens de vous énumérer. Une dernière petite chose que je voudrais vous dire avant que nous nous quittions, c'est que toutes les pièces ne sont pas soumises à des cotes. Donc certaines pièces ne circulent jamais et sont des pièces uniquement destinées à la collection. Et à partir du moment où cette pièce présentera la moindre trace d'usure ou s'il y a la moindre preuve du fait qu'elle ait été sortie de sa capsule, elle va instantanément perdre toute sa valeur. Et ben là, il vous restera plus qu'à la fondre. Le problème, c'est que son prix au métal sera souvent moindre que son prix à la collection. On appelle ça les séries fleurs de coin, FDC ou flanc bruni, et ce sont des pièces livrées dans une petite boîte, toujours avec un petit certificat et un blister d'authentification. Et donc voilà, étant moi-même amateur de belles pièces, j'avais très envie de vous faire cette petite vidéo, histoire d'éclairer le novice et pourquoi pas susciter de nouvelles passions. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sortira mardi prochain et concernera un sujet qui m'a été réclamé via Coreus. D'ici à là, je vous embrasse, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. À mardi prochain. Ciao.